l'enregistrement. Je coupe mon micro et je laisse la parole à Adrien Jacquet. Merci Amandine, bonjour à tous et à toutes. Adrien Jacquet, directeur de l'ENSV FVI. Je préciserai les acronymes. Par la suite, une présentation en deux temps. Un temps où je parlerai plutôt de mon parcours avec des exemples assez concrets, histoire d'illustrer un peu ce qu'est être un inspecteur de santé publique vétérinaire, qui est un statut et qui ouvre, comme je le dis, enfin, un nombre important de métiers, d'où le titre finalement de cette introduction, un statut sans métier. Et puis ensuite, après cette présentation un peu introductive où je parle de moi, mais plus pour illustrer ce que peut être un parcours d'inspecteur de santé publique vétérinaire, je présenterai des diapositives un peu plus institutionnelles que vous pourrez trouver sur le site du ministère de l'Agriculture, dans lequel on a finalement une description plus globale et générale de ce que peut être un inspecteur de santé publique vétérinaire. Donc, qui vous parle? Donc, sur les expériences professionnelles, beaucoup d'acronymes, vous le voyez. On aime ça dans l'administration, mais on aime ça dans le public, dans le privé également. Donc, j'ai été d'abord chef de service en santé et protection animale. Je détaillerai après ce que c'est, puisque je fais une diapositive, un peu un focus sur ce métier, puisque c'est un métier, on va dire, en sortie d'école, lorsque l'on devient inspecteur de santé publique vétérinaire, que l'on est généralement amené à occuper. Donc je l'ai détaillé. Mon deuxième poste, peut-être comment dire, plus original et qui présente intérêt, c'est pour ça que je le présente aussi. Donc j'ai été adjoint à la chef du bureau de la fiscalité et du budget au ministère de l'Agriculture. Et donc j'encadrais une équipe d'une dizaine d'agents et l'objectif était de piloter, de préparer le budget pour l'ensemble du ministère de l'Agriculture et l'ensemble de ses agents. Donc à la fois le budget, donc ça représentait 5 milliards d'euros, et les agences, c'était 30 000 personnes. Et donc, lorsque le ministre décidait de mettre en place une nouvelle politique publique, une nouvelle action au profit des agriculteurs, au profit des citoyens, mais il fallait de l'argent pour le mettre en œuvre, et donc il fallait aller négocier le budget, préparer le budget, de manière à garantir qu'on ait bien les moyens de mettre en œuvre les actions. Et donc c'était mon bureau qui s'occupait de tout cela. L'autre enjeu aussi, c'est que quand on a un budget de 5 milliards, en fait, il ne faut pas qu'à la fin de l'année, on se rende compte qu'on a dépensé 6 milliards. Je suis un peu caricatural dans le propos, mais et donc il y avait tout un enjeu de suivi, de réallocation des ressources budgétaires au fil de l'eau, qui permettait justement le bon fonctionnement du ministère et de ses services. Et donc rien que ce poste-là illustre bien le fait qu'un statut sans métier, c'est quelque chose qui est très éloigné finalement de la sphère vétérinaire, mais que j'ai pu occuper par ce statut. Un autre poste que j'ai occupé ensuite, c'était chef du bureau de la qualité, de la performance et du pilotage des services. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les missions, mais juste donner quelques exemples qui vous permettent, qui permettent là aussi de comprendre un peu ce que je faisais. Donc là, j'avais une équipe de 15 agents, donc toujours du management, que je pilotais. Et avec, par exemple, on avait pour rôle de s'assurer que les inspections et les contrôles qui étaient réalisés dans les exploitations agricoles pour vérifier la bonne application de la réglementation, le respect de la réglementation in fine pour protéger derrière le citoyen et les animaux, que ces contrôles étaient réalisés de la même manière dans tous les départements. Et qu'ensuite, quand il y avait une non-conformité qui a été constatée, que le traitement qui était appliqué était à peu près similaire. Je vais être un peu caricatural là aussi, mais en gros, il s'agissait que quand, par exemple, des animaux n'étaient pas identifiés, dans un département, on ne se retrouve pas à juste dire c'est pas grave, identifiez-les et on reviendra, et que dans l'autre département, on mette un procès-verbal et qu'on donne une amende à l'agriculteur. Donc l'idée était d'avoir une forme de traitement harmonisé. C'était mon bureau qui s'occupait de ça au niveau national. Mon bureau aussi avait un autre rôle, c'était d'organiser ce qu'on appelle le dialogue de gestion, c'est-à-dire que le dialogue avec les services déconcentrés qui sont en charge de mettre en œuvre une politique publique, qui sont en charge de mettre en œuvre ce qui est prévu par le ministère au niveau local, et ils ont besoin de moyens pour ça. Et donc en fait, c'était qu'ils puissent dire, bah, moi, pour lancer le programme de l'alimentation, pour organiser les contrôles en santé des végétaux, pour renforcer la police sanitaire unique, j'ai besoin de tant de personnes et de tant de budget. Et donc c'était de dire, bah, nous, enfin, d'avoir ce dialogue qui permettait finalement d'allouer les moyens, les ressources humaines qui permettaient l'exercice des missions. En parallèle, enfin plutôt en parallèle, de février à mai 2022, il y a eu la crise influenza aviaire hautement pathogène qui a décimé les volailles en France. Et donc, il y a eu un moment une cellule de crise qui s'est montée au niveau du ministère. Et donc, j'en étais le coordinateur pendant quelques mois. Et donc,
L'enjeu, c'était au niveau national de piloter tout ce qui avait trait à la gestion de crise. Là aussi, sans rentrer de tout détailler, un exemple assez concret, c'est que par exemple, pour endiguer la propagation de la maladie, on met en place des zones dans lesquelles on bloque tout. On dit que les animaux et leurs produits ne peuvent plus sortir. Sauf qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, une poule, ça continue à pondre des œufs. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait des œufs? Qu'est-ce qu'on fait des enjeux économiques? Il faut bien faire sortir les œufs par dérogation. Et en fait, toutes ces questions-là, on en avait une centaine, 100 à 200 par jour qui arrivaient et qu'il fallait traiter un peu au fil de l'eau pour justement permettre à la fois de gérer la maladie, mais permettre aussi de prendre en compte la détresse des exploitants, enfin, tout un ensemble d'actions à mettre en œuvre pour que tout ça fonctionne. Puis ensuite, entre septembre 2022 et septembre 2024, j'ai été conseiller filière animale, santé et bien-être animal, une seule santé auprès du ministre en charge de l'agriculture à l'époque, Marc Fesneau. Donc là, une nouvelle fonction, toujours sur le tropisme vétérinaire. Et donc, une de mes missions était, par exemple, de m'assurer, enfin, de faire en sorte que, d'évaluer si les choix politiques qui étaient opérés seraient acceptables par les agriculteurs, par les citoyens, s'ils étaient mis en œuvre, et donc de conseiller le ministre sur les orientations politiques qu'il pouvait prendre. De mettre en œuvre aussi certaines politiques publiques ou de les définir, à l'instar par exemple du plan de souveraineté sur l'élevage qui avait été présenté en février 2024, où il y avait eu la définition de ce que l'on voulait faire de l'élevage en France, donc finalement une orientation politique. Je dis pas, enfin après donc c'est un choix politique que l'on assume, et ensuite comment est-ce qu'on le met en œuvre et qu'on s'assure que ça puisse être opérant et compris par le grand public. Et donc c'est toujours un véritable enjeu. Euh, et puis actuellement, donc depuis le 2 septembre, je suis le directeur de l'École nationale des services vétérinaires France Vétérinaire International. Donc c'est une école interne de VetAgroSup, d'où ma présence aujourd'hui, qui comprend 3 blocs de compétences principaux. Un premier bloc qui est la formation initiale et la formation continue des cadres de santé publique vétérinaire. Donc c'est comment est-ce que, par exemple, quand on est, je vais prendre un autre exemple, quand on doit piloter un service qui est en charge de la sécurité sanitaire des aliments, comment est-ce qu'on organise une programmation des inspections? Comment est-ce que on permet aux agents aussi de remplir correctement les grilles d'inspection? Comment est-ce que dans les abattoirs aussi, puisque ça fait partie des métiers, on s'assure que la traçabilité, l'hygiène alimentaire est bien respectée. Et donc tout ça, il y a la nécessité de disposer de connaissances et de compétences. Et donc c'est le rôle de mon école d'assurer cette formation auprès des cadres en santé publique vétérinaire. On a un deuxième rôle aussi qui est tout l'enjeu de coopération à l'international en santé publique vétérinaire. C'est-à-dire qu'on mobilise des experts qui vont dans des pays. Donc on a à peu près sur tous les continents sauf le continent américain, donc une vingtaine de projets en cours pour permettre à des pays de renforcer leurs dispositifs en santé publique vétérinaire. Par exemple, pour le renforcement de leur capacité de diagnostic en laboratoire en santé animale. Le renforcement de leur capacité de suivi de la biosécurité pour que leurs élevages porcins soient moins sensibles, moins à risque de l'introduction de maladies. Et donc c'est ce qu'on fait au niveau international en lien avec les pays concernés. Et puis on a un dernier bloc, un dernier service, qui lui s'occupe de l'Institut One Health, qui sera l'institut qui a vocation à devenir l'institut de référence pour la formation des décideurs publics et privés sur la thématique One Health. Sans rentrer dans le détail, One Health, c'est le constat que santé animale, santé environnementale, santé humaine et santé des végétaux sont intimement liés, et donc il y a la nécessité de faire dialoguer ces différentes sphères pour parvenir à résoudre des sujets complexes. Je prends par exemple l'antibiorésistance. C'est un sujet en santé animale, c'est un sujet en santé humaine, c'est un sujet en santé environnementale parce que les antibiotiques se retrouvent dans l'environnement. Et donc on a nécessité de faire travailler, dialoguer les différents acteurs.
Donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour dérouler mon expérience professionnelle, mais c'est parce que je trouve que ça illustre plutôt bien la diversité finalement des métiers que l'on peut occuper, puisqu'en fait, en l'espace de 10 ans, j'ai eu plusieurs postes, plusieurs fonctions, et avec quand même malgré tout, même à part peut-être le volet budgétaire pur, mais qu'on utilise au quotidien, une forme de fil conducteur qui était mon cœur de métier, c'est-à-dire le volet vétérinaire et ma formation initiale. Je te coupe, Oui, Adrien, 30 secondes parce qu'il y a une question. Je pense que c'est important d'y répondre avant de continuer. ouais, Je n'ai pas compris le principe de la thèse. Qu'est-ce que c'est exactement? la thèse. Alors, Euh, J'imagine que tu as parlé d'une thèse que tu as dû faire. non, je pense qu'à mon avis, c'est alors, quand on est vétérinaire, on a une thèse à la fin. Enfin, pour devenir vétérinaire, on fait une thèse, mais en revanche, je pense que la question ne se rapporte pas exactement à la fonction d'inspecteur de santé publique vétérinaire. En tout cas, pour être inspecteur de santé publique vétérinaire, j'expliquerai comment on en devient et j'évoquerai le sujet de la thèse dans le cursus. Mais je propose d'en reparler après. Merci, tu peux continuer. Désolée pour Pas de l'interruption. souci. Et donc, comme j'avais évoqué, je propose de faire un focus sur le métier de chef de service en santé protection animale qui illustre assez bien finalement un métier que beaucoup d'inspecteurs de santé publique vétérinaire font. Et donc j'ai souhaité mettre en face les missions et puis les compétences que cela apporte, plutôt sous forme de savoir-faire, savoir-être, davantage que le volet connaissance sur lequel on reviendra après. Donc quand on est chef de service, quand j'ai commencé, j'ai managé une équipe de 7 agents, et donc ça implique d'être en capacité de les encadrer, de les accompagner, de les aider, mais aussi de porter des projets transversaux enfin des projets qui sont transversaux au service et à la structure, donc un volet management et de gestion de projet. On a aussi tout un volet quand on est chef de service de représenter l'État, le préfet auprès des partenaires et des élus sur nos sujets que l'on maîtrise. Et par exemple, j'avais été plusieurs fois à des réunions de maires qui se posaient des questions sur la répartition de leur rôle entre l'État et eux sur, par exemple, la gestion des chiens errants dans leur commune, et qui fait quoi, comment est-ce qu'on agit, euh, et aussi des animaux errants sur, parfois, il y a notamment dans les communes et les départements ruraux, on peut être confronté à ce genre de problématiques, et donc il fallait expliquer, montrer le rôle, quelles étaient les interfaces, et puis aussi leur apporter une expertise, puisque les petites communes, par construction, n'ont pas ce niveau d'expertise et c'est normal. Et donc, il fallait aussi les appuyer en ce sens. Et donc, j'ai marqué des savoir-faire slash savoir-être. Donc, ça nécessitait de pouvoir dialoguer, négocier avec eux des positionnements, des jeux de rôle, et puis faire preuve d'assertivité puisque l'on représente l'État et donc on parle au nom de l'État et au nom du préfet dans son domaine. Il y a évidemment aussi tout le volet de conseil et d'expertise technique au préfet, et ce qui m'amène d'une certaine manière aussi à expliquer un peu ce qu'est le rôle d'un inspecteur de santé publique vétérinaire, que j'aime bien qualifier sur deux jambes. Il a une fonction d'encadrant supérieur de l'État, et donc c'est ce que j'évoquais avec le volet management d'équipe, représenter l'État, mais il a aussi un rôle scientifique. Et c'est vraiment extrêmement important. La plupart des inspecteurs de santé publique vétérinaire sont vétérinaires et tous ont une culture scientifique, ont un background technique, connaissent le monde agricole, savent ce que c'est, et je vais prendre un exemple, une carte verte, c'est-à-dire le document qui permet aux animaux de transiter. En fait, si on n'est pas vétérinaire, si on n'est pas inspecteur de santé vétérinaire, personne ne le sait. Et ça, ce genre de choses, ce genre d'éléments très précis, il faut les connaître pour qu'ensuite le préfet puisse prendre des décisions. Et donc, c'est vraiment ce rôle de conseil et d'expertise. Et c'est ce qui, je trouve, fait l'intérêt de ce métier, c'est cette capacité à naviguer entre des sujets techniques et des sujets transversaux liés à une posture d'encadre. Autre élément, c'est le prévenir ou gérer des crises, donc gestion de crise, réactivité. Lorsque j'étais chef de service, je n'avais pas eu de crise à gérer. Et heureusement, en revanche, j'avais dû préparer mon service à ce que l'on soit en capacité de gérer une crise et de manière très opérationnelle. Typiquement, si on dit que les véhicules qui rentrent dans une exploitation en cas de foyer doivent être, les roues doivent être désinfectées, et ben concrètement, comment on fait? Quel matériel on utilise? Et il y a ces questions très pratico-pratiques que l'on devait se poser et résoudre parce que entre comment dire, l'instruction technique qui nous disait, qui nous donnait le cadre général et la façon de faire, et ben en fait, c'était à moi de piloter tout ça pour être prêt le moment venu.
L'autre point qui est extrêmement important aussi sur lequel j'insiste, c'est animer un réseau d'acteurs. Et j'aime bien, enfin, faire la boutade, souvent, mais au fond, une partie de mon métier, c'est, d'envoyer des mails, de faire des réunions et d'appeler des gens. Et donc évidemment, ça, c'est les moyens, et on fait autre chose, mais du coup, moi, je ne sais pas, enfin, je ne sais plus, j'ai su faire, mais je ne sais pas, faire une prise de sang à un animal, je ne sais plus, euthanasier un animal si besoin est, je ne sais pas évaluer, si un animal est en bonne santé ou pas. Et donc, on a besoin, que des personnes extérieures à l'administration, en l'occurrence des vétérinaires libéraux, puissent le faire, avec nous, en partenariat avec nous. Et en fait, si on n'anime pas ce réseau d'acteurs, s'ils n'ont pas envie de travailler avec nous, certes, il y a l'obligation réglementaire de le faire, mais en réalité, si on n'a pas ces liens qui sont créés au quotidien, pour se comprendre et se parler chacun avec nos contraintes, en fait, ça ne marche pas. Et donc il y a un véritable enjeu à animer un réseau d'acteurs au quotidien. Autre point que j'évoquais, enfin que je souhaite évoquer, c'est aussi dans mon rôle, j'avais la programmation des contrôles sur un département. C'est-à-dire que, comme je l'indiquais, j'avais une équipe de 7 agents et en fait, je devais m'assurer que, la réglementation, en matière de santé et de bien-être animal était respectée dans tous les élevages et donc on réalisait un certain nombre de contrôles, auprès des exploitants agricoles pour y parvenir et donc ça implique de piloter l'activité, s'assurer aussi et là, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est, d'avoir une compréhension des enjeux agricoles. C'est-à-dire qu'aller faire des contrôles en bien-être animal quand tous les animaux sont dehors et en estive ou des contrôles identification pour vérifier les boucles, alors que les animaux sont à l'autre bout du champ, en fait, c'est impossible de vérifier, à part à la jumelle, que leurs boucles sont bien sur les oreilles comme ça devrait être et donc il faut faire les contrôles plutôt en hiver. Donc là aussi, on est à la fois une interface entre piloter une activité, mais aussi une connaissance technique du terrain qui est nécessaire. Et puis enfin, le dernier point que je souhaitais évoquer, c'est qu'il y a tout un enjeu de programmation, mais il y a certaines choses qui ne se programment pas. Par exemple, gérer des signalements et des alertes. Et j'ai eu, des situations, dramatiques dans lesquelles, des exploitants, agricoles avaient perdu le fil, n'étaient plus en capacité de gérer leur exploitation et donc les animaux étaient en situation de maltraitance et donc comment est-ce qu'on arrive à rapidement réagir suite à un signalement, retirer les animaux? Mais au-delà des animaux, c'est aussi prendre en compte la détresse de l'exploitant parce qu'aucun exploitant ne s'amuse à laisser ses animaux, en détresse, et donc il y a aussi tout cet enjeu d'accompagnement, et qui relevait d'une certaine manière de mon rôle, pour les accompagner. Et dans ce que j'indique, ce qui est un peu une sorte de comment dire? De doctrine ou d'éléments de langage qui se répètent, de génération en génération d'inspecteurs de santé puis vétérinaires, c'est on botte le matin, en costume l'après-midi. Puisqu'il y a vraiment ce côté où on est sur le terrain, régulièrement, et moi, il m'arrivait une fois par semaine, au moins, d'aller sur une exploitation agricole, faire un contrôle, accompagner un exploitant, expliquer quelque chose, et en costume l'après-midi puisque je me retrouvais dans des réunions avec le préfet ou avec des élus, pour ensuite expliquer, le rôle et le positionnement de l'État. Donc voilà, finalement, heu, c'est pour ça que je dis un statut, inspecteur de santé vétérinaire, une diversité de métiers et au sein de ces métiers, donc là j'ai présenté un unique métier, en fait il y a un ensemble de missions et de compétences, qui sont extrêmement variées. Alors c'est un peu la boutade, alors le document c'était, finalement quelque chose qu'on a repris et que c'était un collègue qui avait fait, que j'avais trouvé ça intéressant il y a quelques années, où en fait il y a beaucoup d'images qui sont projetées sur le métier enfin sur le statut d'inspecteur de la santé puis vétérinaire. Et tout est un peu vrai en quelque sorte. Il y a le côté Superman, donc ce que je pense que je fais et donc j'espère le démontrer. Je suis convaincu et passionné par ce que je fais et donc il y a vraiment cette volonté de protéger la population, protéger les animaux, protéger la santé publique. Donc c'est quelque chose qui me motive au quotidien. Il y a, ce que, mes parents pensent, parce qu'effectivement quand j'étais, par exemple, conseiller auprès du ministre et ben je me suis retrouvé dans certaines instances, alors, que l'on peut qualifier de prestigieuse ou non, mais en tout cas, il y avait cette image qui était accolée. Évidemment, comme je suis fonctionnaire, tout le monde pense que je prends du café, le matin, l'après-midi et le soir et que je passe mon temps à ça. Je le dis un peu en boutade, mais c'est une image qui est projetée. Alors et pour le coup, il peut y avoir une part de vrai, mais qui est assumée, c'est-à-dire que, prendre le café avec ses agents, bah, c'est un acte managérial, c'est passer du temps avec eux et c'est extrêmement important aussi. Évidemment, les industriels, alors là, c'est aussi, eux, bah, forcément, ils nous craignent d'une certaine manière, mais on travaille avec eux, pour les aider à s'améliorer. Mais en tout cas, on est là pour empêcher les fraudes, et pour s'assurer que tout fonctionne bien selon la réglementation pour qu'à la fin,
ce que l'on mange, ne nous tue pas, ce qui est quand même un élément extrêmement important. Et souvent aussi, ce que les amis pensent, c'est qu'inspecteur santé puis vétérinaire, on a cette image du, vétérinaire en abattoir, ce qui n'est plus le cas. Ce qui est toujours enfin, plus le cas, ce qui est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que désormais, les inspecteurs de santé vétérinaire peuvent avoir des postes en abattoir, mais ce sont des postes d'encadrement. C'est-à-dire qu'il y a au moins une dizaine d'agents, qu'ils encadrent ou alors ils sont en abattoir sur plusieurs abattoirs en même temps, pour coordonner, finalement, harmoniser les pratiques, gérer plusieurs équipes. Et donc ils ne sont pas sur chaîne en tant que tels. C'est bien un métier à part entière. Et puis, ce qui est à la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Donc, c'est le côté un peu Géo trouve tout, où effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Et donc au quotidien, c'est un peu finalement un métier très extrêmement diversifié. Donc là maintenant, désormais, on arrive un peu sur les plaquettes, la plaquette institutionnelle que vous pouvez, retrouver, sur, le site du ministère de l'Agriculture. Donc qu'est-ce qu'un inspecteur? Donc c'est un corps de santé, un corps de fonctionnaires en interministériel de la haute fonction publique avec, 900 membres. Les domaines d'activité, j'ai pu commencer à les évoquer: protection des populations, donc alimentation sûre. Comment est-ce qu'on fait pour garantir que quand on mange quelque chose, on n'ait aucun risque ou peu de risques, à la fois de maladie. Et donc, ça, c'est le rôle des ISPV. Protection de la santé, du bien-être des animaux, protection des végétaux. Comment est-ce qu'on organise finalement, la transition agroécologique sur les enjeux? Il y a tout un enjeu aussi de politique incitative en ce sens et donc qui sont portés notamment par les ISPV. Protection de l'environnement, parce qu'il y a aussi, toute une partie de contrôles qui sont réalisés pour vérifier que et s'assurer que, les entreprises, les exploitations agricoles, n'épandent pas le lisier, n'importe où, de n'importe quelle manière. C'est encadré, il faut le prévoir pour que justement, on n'ait pas d'impact, sur l'environnement ou sur la biodiversité. Et j'en reviens finalement, tout ça participe du concept, une seule santé. Les missions, j'ai pu en évoquer certaines, donc conception des politiques publiques, c'était par exemple le plan élevage qu'il avait fallu concevoir sur comment est-ce que on définit et on voit l'élevage et quels sont les moyens et les orientations que l'on met, quelles sont les stratégies que l'on fait au niveau national. La mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, une fois qu'on a conçu, il faut mettre en œuvre et s'assurer derrière qu'on a bien atteint les objectifs qui étaient souhaités. Maîtrise des situations d'urgence que j'ai pu évoquer, évaluation, gestion des risques. 2 points sur lesquels que je n'avais pas évoqués et que je pense qu'il peut être intéressant sur lesquels insister, c'est le volet expertise. Mon parcours est un parcours plutôt généraliste, avec un fond de connaissances techniques que je maintiens au fil du temps. Mais pour autant, j'ai, à l'inverse, d'autres collègues qui ont souhaité plutôt, s'orienter vers un profil extrêmement scientifique et technique, et qui travaillent pour des agences gouvernementales, d'évaluation du risque et qui se spécialisent en épidémiologie. Et c'est eux, par leur expertise, qui vont finalement donner des conseils aux gestionnaires pour prendre une décision. Et donc, c'est pour ça qu'inspecteur santé publique vétérinaire, on a vraiment une diversité de métiers et de parcours. On peut à la fois être dans des positions de gestionnaire, mais à la fois dans des positions de conseil et d'expertise. Et puis enfin, le volet négociation internationale, où là, par exemple, effectivement, j'avais, genre lorsque j'étais en stage, donc je parle de ce que j'ai pu vivre, mais qui donne derrière, il y a des métiers qui sont possibles. J'avais participé au niveau européen à, l'élaboration du règlement contrôle officiel au niveau européen. Pour donner là, être un peu concret aussi, c'était par exemple de s'assurer que dans tous les pays, on contrôle de la même manière et qu'on n'ait pas de distorsion ou de problème d'application de la réglementation. Si par exemple dans un pays, on contrôle les erreurs une fois tous les 10 ans et qu'à côté, on les contrôle tous les ans, en fait, ça pose question. Et du coup, l'enjeu, c'est que finalement, vu qu'il y a une libre circulation des marchandises au sein des frontières de l'Union européenne, il y a un véritable enjeu à s'assurer que, toutes les marchandises sont contrôlées de la même manière. Et donc ça, c'est le rôle finalement que j'avais eu, dans la préparation, de ce règlement contrôle officiel. Avec la question ensuite de qui peut devenir inspecteur de santé publique vétérinaire? Il y a plusieurs niveaux, enfin plusieurs voies d'accès. Il y a la voie d'accès qui est, d'être, élève en 5e année, d'école vétérinaire, ou d'une école d'agronomie ou d'une école polytechnique. En gros, il y a la liste par décret, mais principalement, souvent, c'est les élèves en 5e année. Mais on a, par exemple, actuellement, dans mon école, une élève qui est issue de l'ENS, d'École nationale supérieure. Donc on a une diversité de profils,
Et donc effectivement, principalement après des études en établissement d'enseignement supérieur. On a aussi les vétérinaires diplômés. Certains passent le concours après quelques années de pratique et d'exercice parce qu'ils souhaitent se reconvertir, parce qu'ils souhaitent finalement, pour certains, donner un sens à leur activité, pour certains, avoir une meilleure conciliation de la vie personnelle, vie professionnelle, pour certains, parce que c'est quelque chose qui les intéresse ou qu'ils ont une mission d'intérêt. Donc les motivations sont très diverses. On a aussi, comme voie d'accès, les titulaires d'un doctorat d'État. Et donc là, c'est sur titre et travaux, c'est-à-dire que, par exemple, on a un inspecteur de santé vétérinaire qui est docteur en sociologie et qui, en fait, apporte pour l'ensemble du corps une compétence transversale sur la manière d'analyser les politiques publiques, le fonctionnement des organisations, et c'est extrêmement précieux. Et enfin, la dernière voie d'accès, c'est les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, donc sur un ensemble d'établissements. Et donc ça, c'est les établissements d'enseignement supérieur en agronomie. Et donc, à l'issue de leur formation, ils peuvent passer un concours pour devenir ingénieur, enfin, pour devenir inspecteur de santé publique vétérinaire. Un corps des carrières, alors je vais être passé assez rapidement sur cette diapositive parce que j'ai finalement déjà dit beaucoup de choses, mais l'idée c'est de montrer, c'était d'illustrer la diversité des niveaux d'action. Donc par exemple, le niveau départemental que j'ai évoqué, c'est chef de service en santé protection animale, donc c'est un niveau de mise en œuvre, un niveau très opérationnel, donc extrêmement intéressant et passionnant. Il y a le niveau régional, où là il y a plusieurs façons d'agir, il y a un niveau de coordination, par exemple, des différents chefs de service en santé de protection animale pour harmoniser les pratiques, pour faire le lien avec l'administration centrale, pour expliquer la manière de fonctionner. Il y a aussi au niveau régional ce qu'on appelle les politiques incitatives. Parce qu'au-delà de contrôler, il y a comment est-ce qu'on accompagne et qu'on fait en sorte, par exemple, dans le programme national de l'alimentation, que les acteurs se parlent mieux et qu'on puisse avoir des circuits courts qui se développent au niveau régional. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait justement par des SPV au niveau régional. Enfin, au niveau national, donc c'était par exemple mon poste de conseiller auprès du ministre, mais on a aussi des postes de chargé de mission, de chef de bureau, par exemple chargé de mission en faune sauvage, c'est lui qui va définir au niveau national, qui va rédiger le texte, qui dit que, par exemple, en cas de foyer, voilà ce qui doit être fait, voilà quelles sont les contraintes qui seront mises en œuvre, voilà ce qui devra être appliqué sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement aussi impactant en termes de fonctionnement et de ce qu'on peut proposer. Au niveau européen, j'avais évoqué effectivement cette possibilité d'avoir des postes pour négocier ce qui se fait, les textes au niveau européen. Et puis à l'international, on a par exemple des attachés, des conseillers agricoles en ambassade qui, eux, ont par exemple un rôle d'appui à nos services pour lever les barrières sanitaires, pour permettre à notre pays d'exporter nos denrées alimentaires. Mais ils ont aussi un rôle d'accompagnement des personnalités publiques qui viennent, par exemple un ministre, par exemple le président, par exemple l'ambassadeur, enfin ils ont ce rôle finalement de facilitateur dans les pays. Aussi dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, j'en suis un exemple puisque l'École nationale des services vétérinaires que je dirige est un établissement d'enseignement supérieur. Et puis enfin, dans le privé, il y a des parcours qui sont possibles et donc des choix, des allers-retours. Par exemple, dans les parcours que j'ai pu connaître, des directeurs en qualité dans des groupes agroalimentaires, des consultants, des directeurs d'entreprises agricoles. Donc il y a vraiment des parcours qui sont extrêmement riches et diversifiés. Sur le volet de combien gagne un ISPV, peut-être quelques points, donc tout est sur la diapositive. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a passé le concours, ensuite quand on est élève ISPV, je dirais combien de temps dure la formation après, on est payé pendant les années de formation, pendant 2 ans. En contrepartie, il y a un engagement à servir l'État pendant une dizaine d'années. C'est finalement la contrepartie de bénéficier d'une formation à la fois gratuite et d'être rémunéré. Il y a ensuite la grille de salaire qui est évoquée, qui est une grille moyenne et avec un déroulé de carrière, donc des grilles de salaire qui, même par rapport au privé ou par rapport à d'autres secteurs, on n'a pas à rougir de la rémunération que nous gagnons, que nous avons. Un petit point de détail néanmoins, c'est aussi la force du corps des ISPV, c'est qu'on peut choisir sa carrière. C'est-à-dire que si on veut prendre un poste de direction, si on veut prendre des responsabilités, on peut le faire, ça implique des mobilités, ça implique un engagement, ça implique peut-être dans certains cas des sacrifices, mais du coup il y a une rémunération qui va avec, ce sont des choix. Mais on a aussi le choix
de dire que non, la carrière, c'est pas si important. En fait, on est adjoint chef de service en santé protection animale depuis quelques années. En fait, on veut le rester parce qu'on aime le département, parce qu'on aime son métier, parce que c'est ça qu'on aime faire au fond, ce côté opérationnel, et qu'on veut pas forcément évoluer davantage. Et en fait, on peut le faire. Et c'est ça qui est extrêmement libre et riche dans la fonction publique, c'est cette diversité de carrières au-delà même des métiers que l'on peut faire. Donc là, il y a ils parlent de leur travail, donc là, c'est des témoignages effectivement d'ISPV qui rapportent et qui expliquent, leur intérêt pour le métier d'inspecteur de santé, publique vétérinaire, où on retrouve finalement cette notion de protection, de la population, cette notion de négociation, de challenge que j'ai pu évoquer, de transition agroécologique, que l'on retrouve dans les différents métiers. La formation. Pour, la formation, sans rentrer dans tous les détails, l'idée c'est que pour les étudiants, donc les étudiants vétérinaires en sortie d'école et les ingénieurs agronomes, la formation dure 2 ans et elle dure 1 an pour les vétérinaires qui sont déjà en exercice, grosso modo. La formation repose sur 2 piliers. D'une part, ça rejoint ce que j'évoquais, c'est-à-dire les 2 jambes. D'une part, le certificat d'études vétérinaires approfondies, qui permet de développer une expertise et d'approfondir certains points techniques. Parce qu'en fait, effectivement, il faut être en capacité d'avoir ces connaissances, sur le fonctionnement de la pharmacie vétérinaire, sur la réglementation, en hygiène alimentaire. Tout ça, ça s'apprend et c'est nécessaire. Mais pour autant, un ISPV, c'est aussi un encadrant supérieur de l'État. Et donc, on a un master 2 en sociologie politique pour être en capacité d'évaluer une politique publique, de concevoir une politique publique. Et donc, c'est tout ce qui a trait à la sociologie, au droit, à l'économie, au management, qui nous permet d'acquérir cette posture et cette stature. Autre élément important, c'est que les ISPV sont des encadrants supérieurs de l'État, au même titre que les administrateurs de l'État, donc c'est-à-dire ceux qui, anciennement l'ENA, ou maintenant l'INSP. Et donc il y a un tronc commun aussi à l'ensemble des encadrants supérieurs de l'État qui est proposé en 6 modules, qui permettent justement d'avoir un socle de connaissances, un socle de valeurs commun entre l'ensemble des hauts fonctionnaires de l'État. Il y en a à peu près 1400 qui sont formés chaque année. Et donc mon école avait contribué à l'élaboration du module rapport à la science, et donc il y a une forme de logique dans ce qui était proposé. Dernier point, à l'issue de leur formation, notamment les ISPV qui souhaitent par exemple avoir un parcours davantage orienté recherche ou expertise, ils ont la possibilité de faire une formation complémentaire par la recherche, qui est une thèse supplémentaire, si je puis dire, puisque quand on est vétérinaire, on dispose d'une thèse, et ensuite il y a une nouvelle thèse de 3 ans cette fois, payée par l'État, qui permet d'acquérir des compétences scientifiques de formation. Et je m'arrête là pour cette présentation avec le devenez SPV, rejoignez-nous. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site internet. Je me tiens aussi à disposition s'il y a des interrogations, et j'arrête le partage désormais. Il y a quelques questions. Alors, la question de la thèse, on l'a abordée tout à l'heure. Il y a des gens qui se demandent s'ils ont bien compris. Vous avez fait des études vétérinaires, donc vous êtes vétérinaire à la base? Oui, effectivement, merci de le préciser. J'ai oublié ce petit détail, léger détail dans ma présentation. Je suis effectivement vétérinaire, j'ai été formé à Vétagrosup, puis ensuite j'ai été formé à l'École nationale des services vétérinaires. Après avoir mon diplôme vétérinaire, j'ai donc eu 2 ans de formation complémentaire, pour devenir inspecteur de santé publique vétérinaire. Et donc je dispose de ma thèse et je suis vétérinaire. Même si, enfin, quand je dis que je suis vétérinaire, j'ai développé des compétences en lien en politique publique, mais je n'exerce pas comme un vétérinaire clinicien. Mais si je le souhaitais, j'aurais le droit d'exercer en clinique, et d'ailleurs j'ai une collègue qui a fait ce choix de retourner en clientèle pendant quelques années avant de revenir dans la fonction publique, donc il y a des allers-retours qui sont possibles. Une question sur la vocation. Est-ce que c'est une vocation, initiale de départ? Absolument pas, me concernant. Je voulais faire vétérinaire comme tout le monde, sans savoir, pourquoi. Parce que je voulais, travailler avec les animaux et soigner les animaux, et en fait, lors de ma formation, je me suis rendu compte que, bah, c'était pas forcément ce qui m'attirait, et ce que je souhaitais, c'était aussi, avoir la possibilité de penser à l'échelle d'un département, à l'échelle du niveau national, de pouvoir accompagner, les éleveurs, de ne pas rester toute ma vie dans une clinique. Et donc là, je le dis sans aucune critique par rapport à tous mes amis qui sont, par exemple, vétérinaires actuellement.
Mais j'avais aussi cette envie de servir l'intérêt général, parce qu'il y a vraiment cette dimension où, en tout cas à titre personnel, je sais pourquoi je me lève le matin, enfin il y a une fonction, et donc c'est extrêmement rémunérateur au sens symbolique du terme. Mais pas de vocation initiale, plutôt une découverte au fil de l'eau. Alors, on a une question plus politique, je dirais. Est-ce que les relations avec les agriculteurs ou les industriels sont souvent conflictuelles? Est-ce que c'est compliqué à gérer? Effectivement, question assez large. Ce qui est certain, alors je dirais qu'il y a deux typologies. Il y a les acteurs qui sont, comme j'indiquais, certains qui fraudent. Donc là, il n'y a même pas de question à se poser, c'est même pas du conflit, c'est la réglementation, on l'applique, c'est la justice. Et donc pas trop d'enjeux, si je puis dire, de dialogue. Même s'il faut dire les choses. En revanche, le véritable enjeu, c'est que la plupart des acteurs professionnels, les agriculteurs, en fait, ils veulent pas mal faire. La plupart veulent bien faire. Mais la question, c'est comment y parvenir, comment le faire, comment y arriver. Et c'est tout là l'enjeu du dialogue, d'essayer de faire en sorte que ce que l'on propose, là où on veut aller, il y a un dialogue qui s'instaure, d'où l'importance des syndicats agricoles, d'où l'importance des représentants d'entreprises, pour avoir ce dialogue et s'assurer que ce qu'on réfléchit, au niveau, public, bah, soit pas complètement à côté de la plaque. Donc il y a en tout cas la plus enfin je dirais que enfin c'est j'ai pas de je sais pas, là ce serait un chiffre erroné, mais je dirais que 95-98 des acteurs, veulent bien faire et veulent travailler avec l'administration. Hem mais du coup, c'est là où j'évoquais tout cet enjeu de dialogue et de communication parce qu'en fait, le but enfin, en tout cas, moi, quand j'étais chef de service, je me levais pas le matin en disant, combien de PV, enfin, combien de procès-verbaux et d'amendes je vais mettre aujourd'hui. Mon enjeu, c'était plutôt de faire en sorte de dialoguer au niveau départemental avec, par exemple, des représentants pour leur expliquer l'évolution de la réglementation de manière à ce qu'on puisse accompagner ensuite l'ensemble des acteurs vers l'objectif, souhaité. On parlait tout à l'heure des allers-retours qui étaient possibles entre la pratique en clientèle et la fonction publique. Et il y a des gens qui se demandent comment on peut faire pour faire ces allers-retours, justement. Comment il faut s'y prendre. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a d'une part sur l'aller-retour, on va dire, initial où on sort d'école vétérinaire. On décide de travailler en clientèle, d'exercer en clientèle et après finalement, bah, on passe le concours pour devenir inspecteur de santé puis vétérinaire et donc là, bah, il y a un aller-retour, public-privé. On a aussi, mais c'est assez rare pour le coup parce que, la possibilité quand on est inspecteur de santé vétérinaire de dire: «Bah, tiens, je décide d'aller travailler, dans le privé», donc par exemple en clientèle, mais ou auprès d'une entreprise privée. Et là, il faut se faire ce qu'on appelle une mise en disponibilité. C'est-à-dire qu'on peut être mis en disponibilité pendant 10 ans. On sort du cadre de la fonction publique d'une certaine manière et après, au bout de 10 ans ou avant, quand on le souhaite, on peut réintégrer la fonction publique. Donc il y a cet aller-retour qui est possible. Hem, donc voilà, hein, mais c'est l'enjeu est plutôt le principal enjeu n'est pas tant la faisabilité, administrative puisque l'administration offre ces allers-retours, c'est plutôt la compétence technique, c'est-à-dire que moi, si je voulais travailler en clinique, j'ai le droit théoriquement de le faire, mais je ne m'en sens plus capable parce que, j'ai perdu en technique. Je ne sais plus faire de prise de sang, je ne sais plus poser un diagnostic, et donc ce serait compliqué pour moi, de faire cet aller-retour. En revanche, je pourrais par exemple, ayant, désormais dirigé une entreprise, de formation, je pourrais par exemple diriger une entreprise de formation, dans le privé. Ce ne serait pas mon choix, parce que j'ai à cœur de servir l'intérêt général, mais c'est une possibilité. On va prendre encore peut-être 2 questions et puis ça sera l'heure de clôturer. Il y a une question qui revient, qu'on n'a pas abordée, mais qui est plus personnelle. Est-ce que vous connaissez des structures ou collègues qui prennent des stagiaires pour des stages de recherche? Oui, mais là, je vais être en difficulté de donner des noms, comme ça. Donc après, s'il y a des demandes, de nous les adresser, donc par exemple, les adresser à VetaGrossup ou à l'ENSV, il faut voir aussi quelle est la nature du stage de recherche, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est demandé. Donc là, c'est plutôt, il y a un ans voilà. Merci pour, Amandine pour l'adresse qui est mise. Je pense que ce sera le mieux pour y répondre. Voilà, vous pouvez écrire, ce genre de questions sur communication, je relayerai aux personnes concernées. Comment est-ce qu'on peut faire des stages quand on n'a pas encore 18 ans? Ça dépend des stages où, il y a toujours la possibilité de faire des stages en fait, il y a différentes natures de stages. Il y a les stages d'observation et donc ça, les structures, étatiques peuvent accueillir des stagiaires, pour leur permettre de faire découvrir le métier.
En revanche, effectivement, la question de faire des stages dans des cliniques vétérinaires, je vois la question en filigrane, ça c'est quelque chose sur lequel je suis plus en difficulté pour répondre parce que ce n'est pas forcément mon cœur de métier désormais. Voilà. Donc, mais en revanche, l'État et donc les structures en services déconcentrés, enfin les structures au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, accueillent des stagiaires de manière régulière. Il suffit de faire une convention de stage, stage d'observation, et peu importe l'âge. Mais en revanche, pour les cliniques vétérinaires, je ne peux pas me prononcer. Ah pardon, je vous posais une question, mais avec mon micro coupé. Dernière question, je disais, est-ce qu'il y a des vétérinaires praticiens dans la fonction publique? Oui, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle vétérinaire praticien. Les vétérinaires, ce qu'on appelle les vétérinaires officiels en abattoir, sont des vétérinaires qui exercent en clinique, par exemple, et qui prennent un temps pour aller justement travailler, en abattoir, s'assurer, encadrer une équipe, s'assurer de la salubrité des viandes, du respect du bien-être animal, et donc ils ont une double casquette. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, souvent vétérinaires, en rural, mais à la fois vétérinaires au sein de la fonction publique. On a aussi des vétérinaires, praticiens qui, sans être ISPV, décident de travailler pendant quelques années au sein de la fonction publique comme vétérinaire contractuel. Donc c'est possible. En revanche, le cumul d'activités entre vétérinaire praticien et vétérinaire de la fonction publique, est globalement, assez, enfin, c'est un cumul d'activités et il y a peu de cas. C'est généralement soit l'un, soit l'autre, sauf pour le cas que je viens d'évoquer, à savoir le fait d'être, vétérinaire officiel en abattoir en cumul d'une activité de vétérinaire praticien. Heu et généralement, les vétérinaires qui font ça, qui sont vétérinaires officiels en abattoir, font ça évidemment pour la rémunération qui est associée, mais font surtout ça pour leur territoire, puisqu'en fait, les éleveurs qui emmènent les animaux en abattoir à l'abattoir, en fait, sont des éleveurs qui connaissent et donc ils comme ça, ils ont ce lien et cet ancrage dans le territoire, à la fois auprès de leur clinique et auprès de l'abattoir. Merci à tous. Il est 12h20, on va clôturer la conférence. Je vais terminer l'enregistrement. Pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, on reprend à 13h30 sur les différents liens. Bon appétit à tous. Bonne journée pour ceux qui ne nous rejoignent pas cet après-midi. Merci Adrien et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.